Le marché crypto et Bitcoin sont toujours dans une phase corrective. Bitcoin a perdu environ 30%, ce qui est assez normal dans un cycle haussier. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre, est-ce qu'on est toujours dans un cycle haussier? Est-ce qu'on se rapproche du top de marché et du bear market? Et tout ça avec une vision sur la macroéconomie, sur le sentiment du marché. Et on fera aussi un petit point sur l'actualité et sur les graphiques. Au niveau macroéconomie, on a eu pas mal de nouvelles assez intéressantes, avec notamment le FOMC que nous avons eu mercredi, qui nous en dit un peu plus sur la marche à suivre pour les prochaines semaines. Nous parlerons également de Global Liquidity. Que se passe-t-il dans les liquidités mondiales? On parlera tout ça en détail dans la partie macroéconomique. Donc avant de commencer, si jamais tu souhaites te former gratuitement, il y a toujours la formation gratuite que tu peux retrouver en haut à droite. Et si jamais tu veux aussi nous rejoindre sur Discord, que ce soit sur la partie gratuite ou sur la partie payante, tu as les liens directement en description. Dans le Discord, on va avoir des analyses beaucoup plus complètes sur le marché et sur également la macroéconomie, en plus de toutes les opportunités qu'on peut trouver autour des NFT et des crypto-monnaies. Comme toujours, avant de commencer, abonne-toi, like, mets un commentaire, active la cloche, ça nous aide beaucoup à nous développer. Et si le contenu te plaît, c'est une des meilleures manières de nous soutenir. Allez, on commence directement avec Donald Trump qui a parlé aujourd'hui pour nous dire ce qu'on savait déjà, que la crypto était la plus grande révolution, que l'Amérique deviendrait la superpuissance des cryptos de Bitcoin. Il a quand même dit qu'il appelait le Congrès à adopter une législation sur les stablecoins. Bon, c'était déjà prévu. Donc, rien de nouveau avec cette conférence, mais c'est toujours positif. En tout cas, on va continuer avec Metaplanet qui continue à acheter des Bitcoins, 162 Bitcoins qui ont été achetés. Ils en avaient acheté 150 la semaine dernière également. Donc, ça continue à accumuler du côté des institutionnels. C'est toujours bon signe. On a aussi Rumble qui commence à acheter des bitcoins. Ils ont acheté pour 17 millions de dollars en BTC. Donc c'est plutôt intéressant. Ça continue à rentrer sur Bitcoin. Donc même si aujourd'hui on est dans un scénario où Bitcoin est un peu faible, on voit que les entreprises, les institutions continuent à s'intéresser à Bitcoin. Ça, c'est très intéressant. Du côté des pays, on a aussi la Bank of Russia qui commence à autoriser les cryptos pour les investisseurs pour acheter une certaine quantité de crypto. Pas toutes forcément, mais c'est plutôt positif. On voit que la Russie s'ouvre à la crypto. On voit aussi que la Chine s'ouvre à la crypto, mais on a aussi la Russie et la Chine qui échangent du Bitcoin et des cryptos pour leurs échanges de pétrole. Donc là, on peut voir que Bitcoin et les cryptos peuvent servir justement à contourner les sanctions américaines et ça, c'est très positif. On voit vraiment toute l'utilité de Bitcoin et ça ne devrait que continuer. À côté de ça, on a aussi la Thaïlande qui a approuvé Tether directement là-bas. Donc certainement qu'ils vont pouvoir permettre les échanges avec de l'USDT, payer directement en USDT dans les magasins, etc. Ça serait vraiment une super nouvelle en tout cas. On a aussi Toulouse. Là, c'est vraiment une grosse nouvelle parce que c'est quand même assez rare que la France soit mise à l'honneur. Mais Toulouse accepte la crypto-monnaie pour payer les tickets de bus, de métro ou de tramway. Donc, étant de Toulouse, également, c'est quelque chose qui est très positif et qui fait vraiment plaisir. Bravo à Toulouse. On sait qu'il y a une grosse communauté Bitcoin là-bas. Et donc, je les salue. Également, la Deutsche Bank qui annonce que Bitcoin pourrait être justement un asset international qui va vraiment servir à pouvoir diversifier les portefeuilles puisqu'il a une très faible corrélation avec les autres assets. Donc, on peut voir que le monde entier tourne les yeux vers Bitcoin et l'adoption ne fait que commencer. Et en parlant d'adoption, on a l'Arizona qui sont en train de passer leurs amendements de loi petit à petit pour se rapprocher vers l'investissement dans leurs réserves stratégiques en Bitcoin. Pour l'instant, ça continue à évoluer. Il reste encore quelques passages à faire. C'est pas encore fait à 100%, mais si l'Arizona deviendrait potentiellement l'un des premiers États à accepter Bitcoin, eh bien, il leur faudra aller venir acheter du Bitcoin. Et surtout, ça mettra un petit peu en lumière Bitcoin et les autres États pourront venir directement continuer à essayer de l'adopter. Et donc ça, c'est très très positif également pour la suite. Donc on va continuer à se tenir au courant par rapport à ça. Au niveau des ETF, on peut voir que la SEC a repoussé l'ETF Dogecoin de Grayscale. Donc bon, c'est pas cool, c'est dommage pour Doge, mais eh bien ça sera certainement accepté plus tard. On verra dans le futur ce qu'il en sera. Également aujourd'hui, on a Solana qui s'est vu accepter son ETF sur les futurs. Donc c'est pas encore l'ETF spot, mais c'est toujours une première chose intéressante de voir que Solana a son ETF futur qui est accepté, qui vont pouvoir commencer du coup à échanger dessus. Et la suite logique serait que forcément l'ETF spot soit accepté d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. On a aussi Canary qui dépose un dossier pour avoir un ETF sur SUI. Donc on verra comment ça va évoluer, mais c'est pas que. On a également Franklin qui pose du coup pour avoir son ETF sur Solana. Donc ça va s'accélérer par rapport aux ETF, mais on a aussi Canary qui aussi pose pour Pengu. Donc on peut voir que mine de rien, de plus en plus d'altcoins sont en train de se faire déposer pour avoir leur ETF. Est-ce qu'on ne rentrerait pas dans un narratif où au final, les institutionnels vont commencer à rentrer sur la crypto en général
et plus il va y avoir d'ETF sur forcément des crypto-monnaies différentes, et plus ça pourra permettre au marché aussi de partir à la hausse. Et peut-être que ces crypto-monnaies seraient intéressantes à surveiller dans un futur plus ou moins proche. Au niveau des infos, on peut voir que les infos sur BTC commencent à reprendre un petit peu. La semaine dernière, on a eu pas mal de sorties d'inflow. C'est pas hyper positif par rapport à ça. On peut voir que voilà, ça a fait tanker un petit peu le prix. Depuis, on peut voir que le prix repart un petit peu à la hausse. Maintenant, c'est encore très timide. On aimerait voir beaucoup plus. Mais ça fait plaisir de revoir un peu de vert après tout ce temps en rouge que nous avons eu avec ces sorties de BTC, des ETF. Au niveau d'Ethereum, c'est toujours un petit peu pareil que ce que je te disais. Toujours des sorties, mais c'est des sorties qui sont à peu près dérisoires quand même. On va avoir 11 millions. On a quoi? On a 50 millions, 7 millions, 40 millions, 20 millions. Donc, c'est pas des grosses sorties. Et ça voudrait dire potentiellement que les institutionnels continuent à hold Ethereum et qui ne veulent pas forcément le vendre à ce prix-là. Donc moi j'ai envie de te dire que c'est plutôt positif. Ok, il y a des sorties. Ok, les sorties c'est pas hyper positif. Mais le fait d'avoir des petites sorties comparées à la somme d'argent qu'il y a dans cet ETF, je trouve que c'est plutôt positif. Toujours au niveau du sentiment, on peut voir que sur Google Trend, on a les graphiques qui ont un petit peu descendu. C'est plutôt intéressant de voir ça. On avait pas mal de hype récemment avec tout ce dump et tout, ça avait pas mal créé un peu de peur. Et forcément, les gens s'intéresser un peu plus à la crypto, à Bitcoin, etc. Et donc là, on peut voir que l'intérêt redescend et donc ça c'est plutôt positif. On veut voir toujours, comme tu sais, un intérêt qui est vraiment à plat, qui est plutôt un des intérêts pour venir chercher plus loin. Et ça, c'est toujours pareil. Si forcément tout le monde parle de quelque chose, c'est que c'est trop tard. Si personne n'en parle, c'est que peut-être il faut s'intéresser. Et au niveau du Fear and Greed, on peut voir que sur la semaine, on a eu 5 jours dans la peur, 2 jours dans le neutre. On est repassé en neutre. Donc la petite hausse dernière a permis de redonner un petit peu de souffle au marché. Sur le mois dernier, on peut voir qu'on a eu 9 jours en neutre, 15 jours en peur, 6 jours en extrême fear, donc c'est quand même assez immense. On a eu quand même pas mal de peur, le cours commence à rebondir un petit peu, mais pour l'instant on n'est pas non plus sorti d'affaires, donc c'est plutôt positif, j'ai envie de te dire, tant qu'on rentre pas dans de l'euphorie, etc. C'est plutôt positif. Maintenant, à voir comment ça va se dérouler au fur et à mesure des prochains jours, des prochaines semaines. Au niveau des liquidités à aller chercher, on va regarder sur un an et on peut voir directement qu'il y a quand même beaucoup plus de liquidités à venir chercher ici. C'est assez visible, là, c'est assez visible parce que comme tu peux le voir, on voit beaucoup plus de couleurs. Là, forcément, il y a aussi pas mal de liquidités intéressantes à venir chercher. Donc, un petit retour sur les 75, 73, comme je te disais déjà la semaine dernière, c'est pas à exclure. Franchement, c'est vraiment pas à exclure. Mais clairement, il y a beaucoup plus de liquidités à venir chercher au nord en tout cas. Maintenant, si on prend toutes les liquidités qu'on voit ici, il y a forcément plus de liquidités à venir chercher au sud, surtout si on vient chercher les 52 000 $. Maintenant, est-ce qu'on irait chercher les 50 000 $? Maintenant, est-ce que c'est possible? En soi, tout est possible. En soi, tout est possible. On ne peut pas nier les choses. Maintenant, ça serait vraiment le fait qu'on rentre dans un bear market qui nous prouverait qu'on pourrait venir chercher ces liquidités. Pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de raison de rentrer en bear market. Donc, personnellement, je pense qu'on a quand même aussi tendance à pouvoir venir chercher beaucoup plus haut. Au niveau de la macro, on peut voir que hier, on a eu le FOMC. Donc, pour faire simple, les taux ne changent pas. Par contre, ils ont ralenti le QT, donc le quantitative tightening, qui permettait de réduire justement le bilan de la Fed. Donc, il passe de 60 milliards qui sont détruits tous les mois à 40 milliards, mais surtout, en fait, c'est surtout les bons du trésor qui vont arrêter d'être trop détruits. On était à 25 milliards qui étaient détruits chaque mois. Donc, en gros, dès que la dette était arrivée à maturité, ils ne la reprenaient pas, ils ne la roulaient pas, ils remboursaient ça et ils détruisaient le reste. Donc, concrètement, c'est plutôt positif parce que ça va permettre aux liquidités de rester dans le marché, de ne pas en sortir. Potentiellement, ça pourrait avoir un effet positif sur le long terme. Maintenant, à court terme, j'ai pas trop envie de te donner trop d'espoir. On reste toujours dans une situation qui reste compliquée avec notamment les tarifs dont on va parler juste après. Mais pendant ce FOMC, on a Jérôme Powell qui a quand même parlé de choses assez intéressantes et franchement, en gros, pour l'instant, pour l'année qui suit, on devrait avoir toujours 2 baisses des taux qui devraient arriver. On va le voir juste après ça. On a donc, à partir du 1er avril, le QT qui va se terminer. Et enfin, on a la Fed qui aussi a revu un petit peu ses objectifs de data pour 2025. On va le voir juste après également. Donc, au niveau des data, comme on peut voir, au niveau du PIB, ils annonçaient une projection à 2,1% sur 2025. Maintenant, ils ne voient plus que 1,7%, donc c'est pas hyper réjouissant. Pareil, au niveau du taux de chômage, on est à 4,3%. Sur 2025 et là ils pensent que ça sera plutôt 4,4%, donc on aura un taux de chômage qui va augmenter, une production, un PIB qui va baisser, une inflation qui aussi est revue à la hausse, donc ils imaginent que l'inflation sera plus haute d'ici la fin de l'année. C'est peut-être aussi à cause des tarifs de Donald Trump, mais donc du coup on a une inflation qui pourrait être plus haute, un PIB qui serait plus bas et un taux de chômage qui serait un peu plus haut, donc c'est pas hyper reluisant. Maintenant, est-ce que ça va se produire? Ça on peut pas vraiment le savoir, surtout que au fur et à mesure du temps, la Fed pourra sûrement aussi revoir ses données suivant les datas. Donc, pour résumer vite fait ce qu'avait dit Jérôme Powell, l'économie reste forte, mais que l'inflation reste un petit peu trop élevée
actuellement. Il a dit que c'était certainement à cause des tarifs que les attentes de l'inflation étaient aussi plus hautes. Donc ça se tient pour l'instant. Maintenant, il n'y a pas forcément de preuves à 100%. Il a dit également que la Fed n'était pas pressée pour baisser ses taux d'intérêt, qu'ils allaient regarder vraiment au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure, comment se déroulent en fait toutes ces datas. Pareil pour le marché du travail, ça se ralentit un petit peu. Et la Fed a quand même dit qu'ils étaient prêts à intervenir si jamais ils avaient besoin. Donc ça, c'est très positif de le noter parce que ça veut dire que la Fed ne laissera pas tomber non plus l'économie si jamais il y a un problème. Ils seront prêts à injecter des liquidités, à baisser les taux d'intérêt, etc. Bon, forcément, le marché, si ça arrive, ça ne sera pas hyper bien reçu dans un premier temps, mais par contre, par la suite, ça sera très intéressant. Donc, quoi qu'il en soit, l'économie reste assez forte et en fait, leur politique monétaire peut continuer comme elle est actuelle. Et donc, au fur et à mesure du temps, ils verront pour voir s'ils vont faire de nouvelles décisions. Donc, prochain FOMC, on peut voir qu'il est en mai, le 7 mai. Et pour l'instant, le marché s'attend à aucune baisse des taux. Encore une fois, par contre, une première baisse des taux devrait arriver le 18 juin à 82% pour le marché. Et enfin, une deuxième le 17 septembre. Maintenant, c'est encore un peu loin, on pourra toujours voir des choses qui évoluent. Et potentiellement, on aurait une troisième baisse des taux le 10 décembre. Donc, bon. On verra au fur et à mesure comment ça évolue, mais c'est toujours intéressant de garder un œil là-dessus. Au niveau de l'inflation, on peut voir que sur le février, ça a pas mal baissé. On était à 3% en janvier, on est à 2,8%, 0,1% en dessous de ce qu'on attendait. Au niveau du corps CPI, c'est pareil, on est en dessous des 3,2% attendus à 3,1%. Donc on a l'inflation qui baisse, comme on le disait lors des dernières revues de presse, et ça c'est très très positif. Au niveau de la PPI, pareil, on a l'inflation qui baisse, donc là franchement c'est un très très bon signal qu'on a à court terme. Maintenant, on veut que ça continue. Au niveau de Truflation, on peut voir que l'inflation là est remontée, on était descendu vers les 1,40% et là on est vers les 1,70%. Donc clairement ça veut dire que l'inflation est ok, on est autour des 2%, on n'est pas en déflation et ça c'est plutôt le plus important parce que forcément si on arrive en déflation ça posera aussi un problème pour l'économie et ça pourrait faire rentrer l'économie en récession. Donc concrètement, si Truflation a continué à avoir juste, en avril on devrait avoir forcément environ 2,5 sur les données d'inflation. Déjà en fin du mois on devrait avoir le PCE, on pourrait voir un peu plus ce à quoi on peut s'attendre, mais avec une inflation qui remonte, on peut se dire que ok, on n'a pas de risque de déflation, on reste sur des targets qui sont appréciables et que la Fed pourrait aimer pour justement couper ces taux d'intérêt. Donc on peut voir qu'en mai il n'y aura peut-être pas de baisse de taux d'intérêt, mais si tout est carré, si tous les chiffres sont bons, peut-être qu'on pourrait avoir une baisse en mai ou alors faudra attendre juin. Au niveau du marché du travail, on peut voir que ça continue à se contracter. Effectivement, on a de plus en plus de personnes qui sont sur des travails à temps partiel, ils ne trouvent pas de travail à temps plein et donc on peut voir que ça augmente au fur et à mesure. On peut voir sur ce graphique que forcément après le Covid, on avait quand même une grosse partie des gens qui étaient sans travail, mais que ça avait bien baissé avec la reprise, etc. Mais depuis, voilà, ça remonte progressivement, c'est pas non plus alarmant, mais on peut voir que forcément, le marché du travail se contracte et ça pourrait faire relancer le taux du chômage. Mais en tout cas, ça permet aussi à ce que l'inflation soit contrôlée. Donc, l'un dans l'autre, ça reste positif. Rien n'est alarmant pour l'instant au niveau des données du côté de la macroéconomie. Au niveau des tarifs, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On peut voir que Trump s'est amusé un petit peu avec le vin, le champagne et les alcools en Europe. Donc là encore, franchement, ça va être un peu compliqué de vraiment pouvoir prédire ce qui va se passer par rapport à tout ça. Trump est assez imprévisible sur ces coups-là et franchement il fait peur à l'économie. Donc de ce qu'il a dit, on devrait entendre encore un peu plus parler de lui d'ici le mois prochain, donc potentiellement une prochaine jambe baissière là-dessus. Est-ce que d'ici là on pourrait avoir un peu de calme avant la tempête? J'ai envie de te dire oui. Maintenant on va voir au jour le jour comment ça évolue. Au niveau du New York Fed Manufacturing, ça c'est un indicateur qui annonce aussi lorsque l'économie continue à se contracter et on peut voir qu'on a eu moins 20 alors qu'on attendait moins 1,9. Donc est-ce que ça montre que l'économie américaine est en fait beaucoup plus mal que ce qu'elle est réellement? Je ne sais pas vraiment, je suis toujours en train de faire des recherches par rapport à ça, d'essayer de comprendre, mais en tout cas il faut quand même se méfier, il faut à mon avis garder un petit peu tous les scénarios en tête et se préparer au pire des cas à ce qui pourrait arriver, une récession. Même si personnellement je n'y crois pas une seule seconde, en tout cas au niveau des datas, on n'est pas sur des datas de récession. La récession pour moi on l'a eu déjà dans le passé, mais elle a été contrôlée par l'État américain notamment avec ses dépenses. Donc pour l'instant j'allais te dire RAS, mais il faut vraiment surveiller tout ça. Donc je te disais que Trump va peut-être encore faire des annonces sur les tarifs. On peut voir que là il précise que le 2 avril sera le jour de la libération de l'Amérique. Donc qu'est-ce qu'il nous prépare? Je ne sais pas trop. Maintenant, il demande encore une fois à la Fed de baisser ses taux d'intérêt. Ils sont trop hauts.
et que les tarifs pourraient justement donner du fil à retordre, on va dire, à l'inflation. Donc concrètement, je ne sais pas trop ce qui va se passer par rapport à ça. On ne sait pas si c'est quelque chose de bullish, quelque chose de bearish. Au contraire, on sait très bien que actuellement Trump, il est prêt à tout pour justement faire baisser le taux d'intérêt. Il a besoin de ça pour refinancer la dette américaine. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se prenne un coup de tatane au niveau du début d'avril. Maintenant, encore une fois, à toi de te protéger en conséquence. Au niveau du M2, on peut voir que lui, il continue à accélérer. Donc, on peut voir que au niveau du bottom depuis mars 2023, on peut voir que le M2 n'a fait que augmenter. Il n'a fait que augmenter. Donc, c'est plutôt intéressant de voir ça et qu'il continue à augmenter. Donc, au final, on peut voir que la réserve fédérale continue à injecter de la monnaie dans le système. Maintenant, est-ce qu'ils auront toujours assez d'argent? Parce que forcément, ils ont vidé le RRP. Le TGA est en train de se vider actuellement. Qu'est-ce qu'ils pourront faire après ça, à part baisser les taux d'intérêt, à part arrêter le quantitative tightening qui déjà a été arrêté justement, ou du moins une grosse partie a été arrêtée. Forcément, il reste un petit peu 2 milliards qui sont détruits chaque mois maintenant à partir du mois prochain, mais c'est toujours quelque chose de négligeable, je pense, maintenant. C'est comme s'ils avaient arrêté le QT. Donc ça, c'est très positif au niveau du M2 de voir que ça continue à s'expandre. C'est en général ce qu'on veut pour que les assets à risque puissent se développer. Maintenant, à côté de ça, il ne faut pas qu'on ait une atmosphère, un environnement qui soit plutôt négatif, car forcément, les investisseurs n'auront pas envie d'investir. Au niveau de l'injection monétaire, en fait, on n'est pas que limité aux États-Unis, etc. Il y a aussi la Chine qui doivent injecter 1 trillion de dollars pour contrer leur déflation. On a aussi l'Europe qui parle de refinancer l'armement en Europe. Donc, ils vont investir 800 millions de dollars. 800 milliards de dollars. Donc concrètement, on a de la liquidité qui devra arriver parce que ces liquidités, elles vont forcément ruisseler. Elles vont rentrer en premier, par exemple, pour les 1 trillion dans l'économie chinoise, dans les actions chinoises, puis tout ça va augmenter. Donc du coup, les gens vont prendre profit, puis ils vont passer sur des actions américaines puisque ça aura pas mal baissé, et aussi sur Bitcoin, sur les crypto-monnaies, etc. Donc concrètement, cet argent-là, on va le retrouver sur le côté crypto maintenant. La question, c'est quand est-ce qu'il va arriver. On sait qu'en général, il y a un petit délai avant que l'argent arrive dans les crypto-monnaies. Donc d'ici peut-être 2 mois, on pourrait avoir des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, en termes de global liquidity, on peut voir qu'on est en train de repartir sur un cycle où on part à la hausse. Donc tu peux le voir, on est vraiment sur des cycles à chaque fois qui sont assez bien timés. Alors des fois, hop, ça repart pas de la même manière, mais en tout cas on reste sur des zones cycliques, et là on peut voir qu'actuellement on est en pleine phase ascendante. Quand est-ce qu'on va arriver à un plus haut? Pour l'instant, c'est pas encore défini, mais en tout cas rien ne montre qu'on devrait s'arrêter d'avoir de la liquidité qui est injectée dans les marchés. Maintenant, quand la liquidité est injectée dans les marchés, en général elle doit se répercuter sur les assets à risque. Donc là encore, on verra ce qu'il en est dans les futures semaines, dans les prochains mois. Je vais continuer à regarder tout ça et je te tiendrai au courant. Allez, on passe maintenant sur les graphiques. Et avant de commencer, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a un altcoin que tu aimerais que je regarde. Ce sera avec grand plaisir. On regarde ça la semaine prochaine. Donc tu me le dis en commentaire et on verra ça la semaine prochaine. Donc pour commencer, on va rester sur tout ce qui est M2 avec le Bitcoin. On va regarder un petit peu la corrélation et je vais t'expliquer un petit peu ce que j'en comprends. Concrètement, on peut voir que le Bitcoin et le M2 sont corrélés, mais plutôt depuis à peu près cette période. Donc à peu près depuis le bottom de 2022. Là également, on voit quand même qu'il y a une grosse différence. Mais en réalité, on peut voir que le bottom a été marqué parfaitement ici. Et dès qu'on est remonté, on a commencé à repartir. Il faut voir aussi qu'on a une petite décorrélation ici. Pourquoi? Parce que, on a eu les crises bancaires de 2023 avec la Silicon Valley Bank, les autres, je ne me souviens plus leur nom. Et ça a forcé la Fed à injecter pas mal de liquidités dans le système afin de garder sous contrôle tout ça. Sinon, on partait sur une très grosse récession et sur une crise financière comme nous avions pu connaître en 2008. Concrètement, puisque la liquidité est rentrée abondamment dans le système financier, Bitcoin en a aussi un petit peu profité, passant forcément de 17 000 dollars jusqu'à environ 36, 30, 40 000 dollars. Donc là, c'est quand même ultra positif de voir ça, que la corrélation elle est là. Maintenant, on peut voir également que parfois, il y a des décorrélations. Ici, si on regarde sur le bull run de 2021, on peut voir qu'on a eu une décorrélation. Alors que Bitcoin a fait ses tops et une très grosse impression monétaire qui a été excessive, et forcément, on peut voir que ça ne suit pas exactement parfaitement les graphiques, on peut voir que le top du M2 a eu lieu après le top du BTC. Ça, pourquoi est-ce que c'est un petit peu explicable? Parce que vers ici, on a la Fed qui a commencé à dire qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt. Donc forcément, que la fête était terminée. La liquidité allait sortir du marché. Et donc, avec ça, BTC, les assets à risque, allaient commencer à corriger. Et ça n'a pas manqué. Ça, le marché l'a anticipé. Et bien, malgré que le M2 continuait à monter, on a eu BTC qui a commencé à rentrer en bear market. Ensuite, on peut voir que
les liquidités ont toujours été assez restreintes, mais qu'à chaque fois qu'on a eu de l'apport de liquidités dans le marché, eh bien Bitcoin en a profité directement. Tu peux voir ici, à partir de janvier, on a eu des liquidités qui sont rentrées dans le marché et Bitcoin en a directement profité. C'est assez très bien corrélé, parfaitement. On le voit aussi en septembre, même chose. Et là, on peut voir actuellement qu'on est sur une période où les liquidités avaient descendu et que Bitcoin a aussi été corrélé et qui potentiellement pourrait être vers son bottom. Est-ce qu'on a un bottom? Peut-être, peut-être pas, on ne peut pas vraiment savoir. S'il faut, on viendra chercher un peu plus bas, à 74 000, 70 000. C'est vraiment envisageable, il faut quand même garder ça en tête. Mais par contre, on peut voir que le M2, lui, continue d'augmenter. Donc, si la corrélation est toujours bonne avec Bitcoin et le Global M2, eh bien, Bitcoin devrait continuer à augmenter. Maintenant, il faut aussi se poser la question, est-ce que les gens voudront aller acheter Bitcoin, aller s'investir sur des assets à risque, alors que potentiellement, ça peut être la panique à côté. On peut très bien avoir un Global M2 qui augmente, mais une forte peur de récession aux USA qui empêche les investisseurs d'investir. Personnellement, je n'y crois pas vraiment, mais il faut quand même garder tout ça en tête. Il se peut que Bitcoin continue à descendre alors que le M2 continue à augmenter. Et ensuite, le Bitcoin viendra rechercher potentiellement la corrélation plus tard dans l'année. Donc, je pense qu'on a vu vraiment un gros point sur le Global M2. On n'en reparlera pas toutes les semaines parce que ça en parle partout et qu'il n'y a pas que ça dans la vie, il n'y a pas que cet indicateur. C'est quand même intéressant de comprendre comment il fonctionne. Et maintenant, au niveau de Bitcoin, où est-ce qu'on en est? On peut voir que sur du weekly, on peut voir qu'on est sur une correction assez banale de 30%. On avait fait moins 33% l'été dernier, donc c'est plutôt OK. Maintenant, on a ici la Golden Pocket sur le long terme, mais là, si on arrive ici, je pense qu'on sera déjà en bear market. Maintenant, on est toujours sur quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on est dans cette compression de ce biseau descendant. En général, un biseau descendant, ça a tendance à casser vers le haut, de se rappuyer et de repartir vers à peu près par ici la target qui sera environ vers les 106 000. Donc si ça se passe, ça sera très bien, on pourrait voir une relance et d'une certaine manière, eh bien, ça correspondrait très bien avec le Global N2 que je viens de te montrer juste avant. Donc maintenant, on va dézoomer un petit peu et on va essayer de voir un petit peu ce que le marché nous dit. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai préparé deux scénarios, forcément ça monte ou ça baisse, c'est pas compliqué, mais ce qu'on peut voir, c'est que bien dernièrement, on avait cassé ce range et qu'on a essayé de le réintégrer, mais on avait refusé. Maintenant, on était sur un support qui tenait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Hop, on essaie de remonter. Non, on revient le tester 5 fois, 6 fois, 7 fois. Mais là, hop, il a cassé. Il est venu casser. Et depuis, c'était devenu une résistance. Donc, une fois, on a touché. Deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois. Et à la 10e fois, elle a cassé. Et ça, c'était hier. Du coup, c'était grâce au FOMC, entre guillemets, puisque le marché a plutôt bien apprécié qu'a fait la Fed et ils ont été assez rassurants. Et là, aujourd'hui, on est en train de retester. Donc, potentiellement, si on vient clôturer là-dessus, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on continue à avoir peut-être un rallye haussier, un rebond. Ça ne veut pas dire qu'on repart en bull run et qu'on vient casser les nouveaux ATH, mais en tout cas, on pourrait avoir un petit rallye haussier et qui potentiellement pourrait venir ici retester les 87 000, 88 000, voire directement les casser. On pourrait très bien faire ceci, hop, les casser ici, se rappuyer et repartir, essayer de récupérer après les résistances, réintégrer le range et pourquoi pas revenir chercher les 100 000 $ vers la suite. On pourrait très bien le faire. Maintenant, si on vient réintégrer en dessous, il y a de fortes probabilités qu'on puisse venir chercher un peu plus bas et quand même chercher les liquidités qui se retrouvent vers les 74 000 $. On l'a vu juste avant, il y a quand même pas mal de liquidités qui se retrouvent plus bas et on pourrait venir les rechercher. Donc, concrètement, sur du long terme, pour l'instant, on est toujours sur quelque chose d'assez positif. Ok, sur le mouvement court terme, donc celui-ci, on est venu casser les 0,382 qui annonce en général la continuation haussière du marché, mais on s'est rapproché des 0,618 de ce mouvement court terme qui en général est une bonne zone pour investir. Maintenant, on peut toujours venir le rechercher, ça représente les 0,382 du marché haussier dans sa globalité depuis le bottom de 2022. Tant qu'on ne vient pas le casser, pour moi, on est toujours sur un bull run. Maintenant, ok, ça fait chier, on aura pris un plus de moins 30%. Forcément, ça reste une correction qui fait mal, mais c'est normal dans un marché haussier. Pour l'instant, on ne peut pas affirmer à 100% qu'on rentre en marché baissier, qu'on rentre en bear market. On est sur une correction. On va voir ce que le marché va nous dire dans le futur. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Maintenant, c'est à toi d'être préparé pour toutes les éventualités. Au niveau du total, donc du coup de la capitalisation totale du marché crypto, on peut voir que on est toujours sur quelque chose d'assez intéressant. On vient retester les zones intéressantes sur le dernier cycle. On peut voir qu'on reteste concrètement le dernier top avant de potentiellement pouvoir repartir. On a fait une belle bougie ici, on n'est pas venu casser les 0,382 du mouvement long terme, donc on est sur une correction normale et logiquement on pourrait avoir des chances de repartir, à moins bien entendu que
on rentre dans un cycle un peu plus différent avec peut-être une macroéconomie qui nous fait dégueuler plus loin. Au niveau du Others, ben là, pareil, on est toujours sur quelque chose d'assez positif. On a cette tendance qui tient toujours. On est venu la retester. On est en train de rebondir dessus. Maintenant, forcément, ce qu'on veut voir, c'est on veut voir venir des trendlines se casser. En fait, on veut venir ici, chercher des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus bas, avant de potentiellement venir chercher un peu plus haut. Un peu comme nous avons eu ici au final. Tu vois, on était sur cette tendance baissière. On est venu la casser. On vient retester. On remonte, on reteste encore et puis on repart. Ça peut se faire à la fois très rapidement. Mais il va falloir qu'on vienne casser ici et que le marché nous montre qu'on a le potentiel de pouvoir repartir. Au niveau d'Ethereum, on peut voir que là aussi, eh bien, on était sur quelque chose d'assez dangereux. On était vraiment sur cette dernière tendance haussière, cette dernière trendline, où au final, on est venu la tester, on est venu vraiment mécher un petit peu dessous. Pour l'instant, ça a l'air de rebondir. Maintenant, on est toujours en weekly, donc on va attendre la clôture de la semaine. Et en tout cas, on est dans une localisation qui est très très intéressante. On est dans la Golden Pocket, c'est une zone qui est en général bonne pour investir. Maintenant, rien n'empêche de venir chercher forcément un peu plus bas. Surtout si Bitcoin ne repart pas à la hausse. Donc concrètement, en termes de scénario, moi je vois bien quelque chose comme ça. Là, on peut voir que sur du daily, on avait une résistance ici qu'on est venu casser. On est en train de la retester un peu comme Bitcoin le fait actuellement. Si ça se confirme, on pourrait très bien avoir une relance haussière, revenir casser cette trendline baissière, la retester et potentiellement repartir à la hausse. Bien entendu, si ce n'est pas le cas, on pourrait venir chercher beaucoup plus bas. Et je sais qu'il y a des zones à venir chercher aux alentours des 1500 $, par exemple ici, où ça représente environ les 0,780 du Fibonacci. Au niveau de Solana, là c'est pareil, on peut voir que on est toujours sur quelque chose d'assez baissier. Pour l'instant, on est toujours en dessous de la tendance baissière. On veut la voir se faire casser, comme je t'ai montré précédemment. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Par contre, on est sur un support qui tient le coup. Il a tenu le coup pendant tout l'été de l'année dernière, même toute l'année dernière au final. On est aussi sur la Golden Pocket du mouvement long terme. Donc, c'est plutôt positif par rapport à Solana. Maintenant, on veut une relance et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Au niveau de Hondo, on peut voir qu'il est en train de faire un petit peu le scénario dont j'avais parlé pour l'instant. C'est toujours la même chose. Tout ce qu'on veut voir, c'est continuer à faire ce genre de mouvement avant de casser et de repartir chercher les supports. On pourrait peut-être revenir ici et venir casser. Donc concrètement, je vais enlever ce petit scénario-là et je vais garder celui-là. Donc potentiellement, on pourrait voir ce genre de choses sur Hondo, en tout cas si le marché continue à se stabiliser. Bien entendu, on pourrait très bien aussi venir chercher un peu plus bas, surtout si Bitcoin continue à corriger. Mais les 0,786 du Fibonacci long terme pourrait être l'un des derniers rebonds. On peut voir qu'il correspond également à un support qui est assez important sur Hondo. Au niveau de Tao, c'est un petit peu pareil, hein, c'est vraiment un petit peu pareil que Hondo. Là, on peut voir quand même qu'il y a une petite fébrilité au niveau de cette trendline. On peut voir que là, tu vois, on a une touche, deux touches, trois touches, donc c'est validé. Et que là, on est en train de galérer dessus. Est-ce qu'on va la casser? Est-ce qu'on va rester au-dessus? Pour l'instant, on ne sait pas trop. On reste également dans la Golden Pocket. Donc, on a le 786 juste un petit peu en dessous, ici. Donc ça pourrait faire office de dernier support en cas qu'on vienne casser. On pourrait très bien avoir ce scénario où on vient casser ici, retester un peu ici, venir travailler avant de revenir intégrer et de repartir peut-être plus haut. Mais pour l'instant, on reste sur un scénario à peu près identique au qu'on est venu chercher un peu plus bas. Mais potentiellement, on pourrait venir réintégrer, j'ai envie de dire, réintégrer ici et puis se réappuyer, venir casser et repartir tranquillement pour récupérer tous les supports importants avant de chercher plus haut. Je vais enlever ce scénario qui, pour l'instant, n'est plus très bon. Et on va rester là-dessus sur quelque chose d'à peu près similaire. Maintenant, comme tu sais, ça dépend toujours de Bitcoin et de ce qu'il va faire. Au niveau de AXXNZ, on peut voir que là, on a une grosse correction de plus de 90% à la suite de cette bulle sur les agents IA. On est sur cette zone ici avec ce biseau descendant. Là, pareil, on pourrait venir casser et en général, les targets seraient les 0,53 centimes qui représentent un petit peu en dessous de ce support. Donc, concrètement, pour moi, le scénario n'a pas changé. On reste sur quelque chose d'assez similaire. On est sur un projet qui est très intéressant, qui est vraiment fondamentalement puissant. D'ailleurs, je suis toujours en train de bosser sur une vidéo complète pour analyser ce projet. Ça sortira, j'espère, courant avril. J'ai beaucoup de travail à côté également avec le groupe privé, les formations. Donc, ça va un petit peu tarder. Mais ça va être vraiment pépite quand je le sortirai, donc abonne-toi pour ne pas le louper. On a également AAVE qui lui fait un petit peu un mix entre les deux scénarios dont je t'avais montré, donc d'abord on monte puis on descend, etc. Et pour l'instant on reste dans ce canal descendant qui lui aussi a comme target de venir chercher plus haut. Donc pour moi on est sur des zones plutôt intéressantes sur les altcoins. Maintenant bien entendu il faut que la macro ne se dégrade pas, il faut que Bitcoin reste solide et lorsqu'on aura quelque chose de
plutôt positif, que ça sera vraiment solide, on pourra voir les altcoins repartir. Pareil par rapport à SUI, lui, il suit exactement la trajectoire. On peut voir qu'on a une tendance baissière ici. Est-ce qu'il va réussir à la casser? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il pourrait très bien revenir chercher ici avant de potentiellement venir la casser et d'essayer de repartir à la hausse. Donc voilà, je pense qu'on a fait un très bon tour sur les altcoins. Je pense que tu vois un peu plus clair par rapport à tout ça. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à me dire si tu as des altcoins que tu veux qu'on regarde. N'oublie pas également de t'abonner pour supporter la chaîne. C'est gratuit. Tu as toujours la formation gratuite que tu peux venir télécharger. Si tu as besoin, le lien du Discord est aussi dans la description. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Ciao.